Bon, c'est une interview bête et méchant, hein. On a fait exprès d'être provocateur. Oh. Voilà. Avec la première qui est... Ouais, on ne sait pas trop se défendre comme ça. Parcours, pourquoi maintenant vous faites des conférences gesticulées? Allez Franck, lance-toi. C'était le premier à faire une conférence gesticulée. C'était le premier. Je sais pas en fait. Comment ça a commencé? On ne va pas partir là-dessus. On va se présenter rapidement en 3 mots. Enfin, ouais, voilà, tout simplement. Moi, je viens de l'éducation, enfin, je viens de l'animation socioculturelle. Et pendant une dizaine d'années, avec d'autres, j'ai creusé le concept d'éducation populaire qu'on a remis un peu au goût du jour, qui était tombé un peu en désuétude en tant que concept, en tant que formule utilisée par les gens. Au profit du développement local, tout un tas de trucs comme ça. Et j'ai fini par remettre toute mon expérience sous forme d'un spectacle d'1 heure pour transmettre quelques 3 trucs que j'avais compris et que je trouvais utile je trouvais utile de témoigner avant de passer à autre chose. Puisque c'est en fin de carrière dans l'éducation populaire que je fais une espèce de bilan pour raconter des trucs et pouvoir enfin, après, tourner la page. C'est complètement raté. Oui, parce que ça fait pas quelques années. Ouais, 2004, ça va faire 15 ans. Plus. 20 ans. 20 ans maintenant. C'était pour mettre fin à un processus, pour le boucler. Moi, si à un moment donné je me tourne vers les conférences gesticulées, c'est pas pour mettre fin à un parcours, c'est pour redonner du sens à un parcours. Et moi, je viens de l'animation socioculturelle et à un moment donné, je fais le constat que l'animation socioculturelle, dans sa dimension subversive, comme remise en cause des dominations, du capitalisme, etc., ne me nourrit plus, enfin, en tout cas, je ne crois plus à cette idée que l'animation socioculturelle soit l'espace pertinent pour pouvoir faire ce travail d'ordre politique. Et donc voilà, j'ai un besoin de revenir aux sources de l'éducation populaire politique, hein, et ça va se faire au sein d'une association qui s'appelle l'Ardeur, avec laquelle on est présent à Arras pendant 2 jours, hein, et au sein desquels je vais me retrouver à faire des conférences gesticulées, avec mes collègues à accompagner d'autres personnes à faire des conférences gesticulées, comme un outil, la conférence gesticulée comme outil d'une éducation populaire politique que j'ai souhaité pendant 15 ans et que je n'ai trouvé que le jour où j'ai décidé de quitter l'animation socioculturelle, autrement dit l'éducation populaire institutionnalisée. Donc, mon entrée dans la conférence gesticulée, ça a été une façon de désinstitutionnaliser mon lien à l'éducation populaire, pour commencer à en faire. Pour commencer à en faire. Et ben moi, j'ai travaillé 10 ans pour le ministère de l'Agriculture en maison familiale rurale, qui sont des enseignements, enfin, des écoles, des établissements scolaires du ministère de l'Agriculture. Et puis donc j'ai bossé avec des ados. Et alors moi, mon idée c'était que je trouvais qu'avec mes collègues, on faisait des choses pas trop mal. Et puis on avait envie, en fait ça m'énervait un petit peu de voir plein de conférenciers classiques, j'ai envie de dire, venir parler de l'adolescence. Alors majoritairement c'est toujours des hommes. Alors, on sait que dans le concret c'est souvent les femmes qui gèrent l'éducation. C'est souvent des hommes, c'est que des hommes à haut diplôme, et c'est souvent des vieux. Des vieux, je dis sans toute gentillesse, mais des hommes de moins 50 ans, 60 ans, qui viennent vous parler des ados, puis ils n'en ont pas vu depuis 20 ans, mais c'est pas grave, ils viennent avec des beaux concepts. Ça m'agaçait un peu. Donc en fait j'avais envie de dire des choses sur l'adolescence. Et voilà, et un jour je dis ça à quelqu'un qui me dit « mais est-ce que tu connais les conférences gesticulées ?» Pas du tout. Et je regarde sur internet, et j'ai lu tout ce que j'ai trouvé, voilà, sur l'ancien site du pavé, voilà, tout ce qui traînait sur internet là-dessus, et je me suis dit ok, donc je me suis inscrite en fait, direct sans trop me poser de questions. Après j'ai commencé à regarder quelques-unes, à me dire ouais, c'est quoi.
Et puis c'était chouette parce que ça m'a permis, alors je m'y retrouvais parce que je viens quand même un peu d'éducation populaire aussi, alors sur la frange catholique avec la jeunesse ouverte chrétienne, mais c'est des mouvements d'éducation populaire que j'ai rencontrés dès que j'étais jeune, avec voilà, l'action politique aussi. Et du coup c'était chouette parce que c'était un espace où j'avais l'impression de renouer et de pouvoir... on dit qu'on fait des Scooby-Doo, qu'une conférence gesticulée, c'est un mélange de plusieurs fils. Voilà, ça Scooby-Doo, bah, c'est un peu Scooby-Doo ma vie, quoi, entre du militantisme, voilà, une histoire depuis l'enfance, et puis des choses que j'ai reçues sur le plan éducatif, et puis une expérience professionnelle, et clac, 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 ça refait sens, quoi, tout à fait. Donc ça c'est cool, et puis après assez vite j'ai rejoint l'équipe de l'Ardeur. Je suis aussi formatrice de métier, du coup, parce que maintenant je forme des adultes. J'accompagne toujours des jeunes, mais je forme des adultes, des enseignants, des éducateurs. Et voilà, j'ai intégré l'équipe pour former des gens aussi à la coupe gesticulée, à des outils du pop, politique. Voilà. Vous parlez donc tous les trois de conférence gesticulée, mais c'est quoi une conférence gesticulée? Et qu'est-ce qui la démarque d'une conférence, d'un one-man show, d'un spectacle théâtral, du théâtre forum Elle s'enracine dans une expérience personnelle qui est nommée, dévoilée et analysée, contrairement à une conférence classique, dans laquelle a priori on n'est pas trop supposé parler de soi, c'est même plutôt mal vu. C'est donc pas de la... C'est une conférence, mais c'est pas de la théorie, c'est de la théorie incarnée. C'est essentiellement la différence avec une conférence classique. Si on ajoute à ça que le choix, c'est le choix d'une forme scénique, ça impose en plus de penser en termes de scène et donc de spectacle. Ce qui n'est pas non plus le cas de la conférence classique. Voilà. Donc c'est un spectacle politique, nécessairement anticapitaliste, forcément, qui consiste à essayer de comprendre ce qu'on a vécu en termes de domination, d'exploitation, d'oppression, d'aliénation dans un système professionnel en général, et de témoigner de ça, d'en faire un objet politique partageable. C'est donc une façon de rajouter de l'analyse qui n'existe pas sous cette forme nulle part. Pour parler simplement. Au sein de l'Ardeur, on a une conférence gesticulée collective qui est celle qui nous réunit l'ensemble des membres de l'Ardeur, qui s'appelle les Incultes. C'est un pied de nez en fait, puisqu'il y a une culture légitime, une culture avec un grand cul. Voilà, on s'inscrit en faux par rapport à cette culture et donc on se rebaptise les Incultes. En fait, on pourrait aussi se rebaptiser les illégitimes. Parce que je crois que c'est ça en fait, la conférence gesticulée, c'est une façon pour des illégitimes, c'est-à-dire des gens, à quelques rares exceptions, mais qu'on n'entendrait pas dans un colloque d'universitaire, qu'on ne verrait pas sur une scène de théâtre habituellement. Donc c'est un EduxP ou une éducatrice spécialisée, c'est un travailleur social, c'est des exemples, on en a des cours de métier, on en a des dizaines, hein, qui décident de prendre la parole et de s'offrir un espace pour raconter ce qu'il a compris de son expérience. Voilà. On aime bien dire que la conférence gesticulée, c'est un acte d'illégitimité radicale. Voilà. Même si on travaille encore à approfondir ce truc-là, parce que les légitimités et illégitimité, j'ai envie de dire... on ne peut pas dire que, en tout cas nous trois, je ne suis pas sûre qu'on soit représentant d'une totale illégitimité. Je pense qu'on a eu tous des espaces dans nos vies, différents tous les trois, mais qui nous ont permis d'y aller assez facilement. Plus on arrivera à aller chercher des gens pour qui c'est encore plus éloigné, plus la conférence gesticulaire aura du sens, quoi. C'est un outil pour les dominer. C'est un acte politique fondamentalement anti-système, anti ce système-là. C'est-à-dire que les gens qui font une conférence gesticulée sont nécessairement des gens qui sont mal dans leur peau. Il n'y a pas de raison pour quelqu'un qui se trouverait très bien, qui trouverait que l'éducation nationale c'est génial ou que les dispositifs d'insertion c'est formidable. Il ne ferait pas de compte gesticulé. Les gens qui viennent
Faire une conf gesticulée, c'est au contraire quelqu'un qui est arrivé au point où il ne peut plus se regarder dans une glace s'il continue à être conseiller d'insertion dans une mission locale. Et donc, soit il fait un cancer, soit il fabrique une analyse à partir de tout ce qu'il a compris et il dénonce. Et il montre ce qui ne va pas, tu vois. C'est différent d'une critique théorique de l'insertion que personne ne lit, mais tu vois, ici vous avez Bernard M qui est mort il y a quelques années, mais qui est quelqu'un qui avait écrit sur l'insertion. C'est un des rares qui avait un peu dénoncé les logiques d'insertion. Mais c'est un professeur d'université qui a écrit des livres assez complexes. Mais c'est pas... le conseiller d'insertion n'est pas considéré comme un expert de sa propre matière, si tu veux. Là, il le devient. Enfin, il décide de le devenir. Donc, il y a un acte, effectivement, de subversion, de dire je vous emmerde, je vais prendre la parole et je vais estimer que j'ai des choses à dire que personne d'autre que moi ne peut dire. Mais c'est pas seulement le cri du témoignage, ça suppose une analyse. C'est pour ça que dans les formations que nous on propose, il y a un énorme travail de recherche théorique autour de ça. Bon, on y a pris la droite. Tout à l'heure, vous parliez d'éducation populaire, hein, tous de l'éducation populaire. Et donc, la question qui se pose, c'est la conférence gesticulée, c'est automatiquement de l'éducation populaire? En tout cas, les conférences gesticulées on accompagne, oui, on les revendique clairement comme un objet d'éducation populaire. Après, on a fait le choix de ne pas déposer de label, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des petits malins qui s'emparent de la conférence gesticulée et qui potentiellement, possiblement, le feront demain pour véhiculer des idées tout à fait compatibles avec l'ordre établi, des confs de droite, des confs libérales, etc. Donc voilà, je serai un petit peu réservé à ce moment-là pour les présenter comme des objets d'éducation populaire, mais oui, les conférences gesticulées que l'on accompagne. Pourquoi nous, hier, dans la conférence qu'on a donnée avec Franck, on a donné cette définition de l'éducation populaire qui nous est soufflée par un type qui s'appelle Luc Carton, qui est un philosophe belge, qui dit que l'éducation populaire, ça consiste à partir de sa propre expérience de domination, d'aliénation, d'exploitation, etc., et de la transformer en une analyse politique. C'est exactement ce qu'on fait dans la conférence gesticulée, donc oui, c'est un outil d'éducation populaire. C'est un point de vue sur l'éducation. Il n'y a pas de définition de l'éducation populaire, ça c'est très important. Il n'existe pas de définition sur laquelle qui que ce soit d'accord. Par exemple, la Ligue de l'enseignement considère que ce qu'on fait, c'est pas de l'éducation populaire. C'est de l'agitation politique, de la propagande, ce que tu veux, du militantisme. Nous, je pourrais considérer que la Ligue d'enseignement ne fait pas d'éducation populaire. Qu'elle anime un marché du loisir, etc. Donc si tu veux, il y a un conflit au sein de tous les gens qui se revendiquent de l'éducation populaire et qui en présentent des définitions qui non seulement sont différentes, mais sont souvent incompatibles. Les petits débrouillards pourraient dire qu'ils font de l'éducation populaire, moi je pourrais dire qu'ils font tout sauf de l'éducation populaire selon ma définition, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait que c'est un truc vivant. Il y a Laurent Chataignier, c'est Laurent Frédéric Chataignier qui a fait sa thèse là-dessus, qui dit l'éducation populaire c'est pas un concept, c'est une formule, c'est un drapeau. Donc tout le monde peut s'en saisir en disant moi je fais de l'éducation populaire, la preuve, regardez, j'aide à réparer des mobylettes dans mon quartier. Donc nous on défend une approche de l'éducation populaire qui est une analyse radicale, anticapitaliste à partir de nos expériences de la domination. Donc tu vois, la frontière elle est politique. Il y a un certain nombre d'associations d'éducation populaire subventionnées, reconnues, qui estiment que c'est la ligne rouge. Et si on la franchit, on ne fait plus d'éducation populaire, on fait autre chose. Nous, on considère qu'on commence à en faire quand on franchit cette ligne. Donc, Donc, vous avez plusieurs fois abordé le terme de politique dans vos réponses, et en parcourant sur votre site le thème des différentes conférences, j'ai vu qu'elles étaient à gauche, voire très à gauche comme sujet. En tant donc de droite, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Anthony, j'ai pas le droit donc de faire de conférences gesticulées.
Le droit? Le droit, si. Mais par contre, on t'accompagnera pas. Nous, on va pas te former. Mais si, parce que c'est pas déposé comme on disait, donc voilà, c'est quelque chose dont les gens peuvent très bien se saisir. On en a repéré quelques-unes qui sont pas selon ce que nous on définit. Là, à l'heure d'eux, on est en train d'écrire un bouquin sur cette question-là pour essayer d'ancrer aussi la conférence gesticulée dans son mouvement, dans son histoire, hein, qui a précédé l'Ardeur, et puis plein d'autres gens qui ont contribué et contribuent encore à faire vivre ça. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. À droite, est-ce qu'on peut en faire? Ouais, oui, et donc nous on a envie d'essayer de l'ancrer aussi en écrivant un petit peu et en théorisant un peu ce que c'est. Maintenant, n'importe qui peut en faire une et la revendiquer. Nous on dira que ce n'est pas une, bon, ils pourront quand même l'écrire sur leur affiche, quoi. Mais on n'y pourra rien. D'autant que le terme fait ce choix-là, le terme est vague. Déposé. Le terme est vague. Si par conférence gesticulée tu décides d'entendre une conférence un peu animée, un coach en entreprise qui fait une présentation PowerPoint avec 2-3 vannes, tu vois, il peut dire moi je fais une conférence gesticulée. Donc ce que dit Katia, c'est d'essayer d'ancrer ce terme qui est un terme problématique, ce qui le rend vivant, ce qui fait qu'il est très difficile à situer, très difficile à fixer. Tu vois, par exemple, si on faisait un peu de langue de bois, on pourrait dire alors, conférence politique, conférence d'autobiographie raisonnée, conférence tout ça. Alors là, le truc serait bloqué. Conférence gesticulée, c'est un terme à la con, et dont tout le mérite est d'être à la con. C'est-à-dire que c'est un terme qui est pas facilement compréhensible et en même temps dont tout le monde perçoit ce qui semble vouloir dire, tu vois, cette question de l'illégitimité, cette question de l'insolence, cette question de... etc. En tout cas, la conférence gesticulée est très clairement un objet anti-domination, c'est-à-dire qu'il souhaite s'attaquer aux dominations et s'attaquer au rapport de domination. Donc pour répondre à ta question, être de droite aujourd'hui, c'est accepter les dominations et même comment dirais-je, les justifier comme faisant avancer la société. C'est important qu'il y ait de l'exploitation, qu'il y ait des riches, et puis en plus avec les théories du ruissellement, ça va venir permettre... donc voilà, je veux dire, il y a une légitimation qui est faite des dominations, donc non, on n'acceptera pas quelqu'un qui vient nous dire, je pense qu'en fait le capitalisme c'est chouette, je pense qu'en fait que c'est bien qu'il y ait une classe sociale qui exploite une autre classe sociale, qui nous disent que je trouve tout à fait logique pour que la société continue dans sa bonne marche, que les hommes continuent à exploiter les femmes à travers le travail domestique, etc. Donc non, on n'accompagnera évidemment pas ce type de conf. Et alors voilà, au risque de se faire passer, je sais pas, comme sectaire, nous notre réponse est de dire mais on va se calmer 30 secondes, là on n'a plus le temps, il y a urgence, enfin je veux dire, le monde crève d'inégalités, de domination, des gens crèvent à cause des dominations, et nous on pense que là on n'a plus le temps en fait de vouloir dialoguer avec tout le monde. À un moment donné il y a un objectif qui est un peu de réunir la gauche de la gauche. Si la conférence gesticulée le permet en partie modestement, tant mieux, pour proposer une alternative à ce monde de domination. Sachant que la gauche de la gauche n'est pas la gauche. C'est la gauche de la gauche. Ça veut dire que c'est pas seulement des conférences de droite qu'on n'accompagnera pas, c'est des conférences qui se présentent de gauche et que nous on considère être des conférences de droite, si tu veux, qui s'habillent d'un discours de gauche. Typiquement, on n'accepterait pas d'accompagner une conférence sur l'écologie où les gens viendraient nous dire à quel point c'est important de fermer son robinet, les éco-gestes et tout ça, puisqu'on considère effectivement qu'il y a urgence à dénoncer l'écologie comme étant un des paradigmes actuels du capitalisme, d'accord ? Et donc tu comprends bien qu'on n'acceptera par contre d'accompagner quelqu'un qui serait critique de l'écologie, de la même façon qu'on accepterait, qu'on est tout à fait hostile à tout le paradigme de lutte contre les discriminations, qui est un paravent des luttes contre les dominations. Il y a une conférence à la boîte sans projet là-dessus, qui s'appelle « Pourquoi j'ai arrêté de lutter contre les discriminations ?» où la personne explique très bien que pendant des années, elle est allée dans les lycées dire « c'est pas bien le racisme, c'est pas bien l'homophobie », d'accord ? C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle réalise que c'est une moralisation individuelle du problème et que ça permet surtout pas de parler des effets racistes de l'éducation nationale qui consiste à empêcher tous les Arabes d'avoir leur bac. Donc tu vois comment on est, alors on n'est pas sectaire, mais
on est groupusculaire. Oui, c'est ça. Puis après, quelqu'un de droite qui va te dire je vais faire une courbe gesticulée. Moi, j'ai juste envie de dire, gars, tu peux être de droite et un peu honnête quand même, quoi. Tu peux pas t'approprier un truc qui a une histoire qui est déjà ancrée. Invente un autre truc, invente tes propres outils si tu veux. Mais viens pas récupérer un truc. Enfin, c'est le summum de la malhonnêteté, quoi. Quand il y a une histoire qui l'ancre, on n'a pas besoin de mettre un label pour respecter le travail des gens et de ce qui a été construit et travaillé depuis 20 ans, quoi. Ça vient de nous arriver, le site du pavé est détourné par une boîte qui s'appelle le pavé des entrepreneurs. Tu vois. Alors ils récupèrent le concept, ils récupèrent même la conférence gesticulée en disant, bon, ils font du coaching, tu vois. Bon, c'est des petits malins qui ont compris que le terme commençait à devenir porteur et donc ils le volent. On s'en fout, on est plus fort. On rajoute toujours dans la politique, est-ce qu'il faut être militant pour faire une conférence gesticulée? Qu'est-ce que ça veut dire être militant? On restreint le nombre de supporters. Parce qu'on peut être de gauche, puis ben voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'avant, il faut être déjà inscrit dans... Il faut avoir un collectif, il faut appartenir à un collectif militant. Même militant individuel, Ouais. veut dire vouloir défendre une cause, Oui. et d'autant de gauche, ce qu'on voulait le point d'avant. Est-ce que c'est impératif? Je dirais que c'est la réalisation de la conférence gesticulée qui rend militant. Enfin, nous, on a plein de gens qui viennent, je sais pas, Elisabeth Ferry qui est aide-soignante et qui en peut plus. En fait, dans tout le processus de formation qu'on va lui proposer, elle va se mettre à analyser tout le travail de Bernard Friot, analyser l'arrivée de la T2A, comment en 2005 la loi hôpital santé, etc. Et elle va se mettre... En fait, elle devient militante dans la mesure où elle se met à décider de lire politiquement toute sa souffrance et tout ce qu'elle vit sur lequel elle ne mettait pas vraiment des mots, quoi. On pourrait même dire, pour aller plus loin, qu'on est même assez prudent avec les militants qui arrivent en ayant déjà un fort passé militant. Parce qu'ils vont avoir une énorme tendance à faire un tract. C'est-à-dire à utiliser la conférence gesticulée pour faire un tract. Or, un tract, qui est une pratique militante, en général, ce qu'on fait avec un tract, c'est qu'on attend que la personne ait tourné le dos, on le froisse et on le jette par terre. Et donc, nous, on demande aux gens de venir travailler des contradictions, pas de venir affirmer des croyances, quand bien même seraient-elles en accord avec nos idées. Vas-y, secrétaire. Non, je dirais c'est un peu, c'est une forme de subtilité qui paraît pas évidente, mais je dirais presque, c'est pas la conférence gesticulée en tant que telle, je dirais, ne se présente. Non, je ne devrais pas le dire comme ça. J'allais dire, n'est pas un objet militant, c'est pas ça. Mais je pense que la conférence gesticulée, avant tout, se met au service de la cause militante. Parce qu'effectivement, si je viens vraiment dans un esprit très militant faire ma conférence gesticulée, on risque de tomber dans l'écueil dont parle Franck. Je ne vais pas vouloir travailler mes contradictions, je vais porter ma cause comme un porte-étendard, etc. Et je ne vais pas réussir à me déconstruire, en fait. Par contre, cet objet, ensuite, il se met au service des collectifs militants pour venir travailler leurs propres contradictions, balayer devant leurs portes, s'interroger, se poser des questions, etc. etc. Voilà. C'est marrant, moi, peut-être ça rejoint ce que tu dis ou pas, mais pour moi, c'est un acte militant individuel quand même. Je pense qu'on le vit comme un acte militant. Enfin, il y a un moment, il faut traverser la France pour aller jouer des fois devant 25 pélos dans un petit bar. Parce que c'est ça ce qu'on fait aussi. Et par contre, effectivement, le discours se met au service des gens qui sont là et qui... Pour moi, c'est une énergie aussi qu'on se transmet, c'est une analyse collective, c'est se compter, c'est se dire qu'on existe, qu'on est là, qu'on n'est pas visible, qu'on n'est pas rendu visible par les médias, nulle part, mais que les gens sont là et qu'on se redonne une énergie aussi pour effectivement peut-être aller agir, parce qu'on n'agit pas vraiment, on fait de la parole, aller agir après chacun là où on peut et là où on est. Mais je trouve qu'à titre individuel, c'est ça aussi. C'est parfois, mais comme tu disais, le début aussi d'un militantisme. Il y a des gens qui captent des choses dans leur métier. Je pense à Juliette Cohanet aussi, par exemple. Juliette, c'est une aide à domicile. Et voilà, elle vient pour parler de son métier, mais c'est pas quelqu'un qui est... Elle est
politisée, mais elle n'est pas engagée, voilà, elle n'est pas engagée, on va dire. Et puis elle va prendre sa carte à la CGT, voilà, c'est ce qu'elle choisit pendant la formation, et puis finalement, il y a le Covid qui arrive, et en fait elle fait partie elle a créé un collectif national, des aides à domicile, voilà, elle a participé au film de Ruffin, Debout les femmes, enfin voilà, et donc elle rentre dans un réseau, et elle fédère des gens autour d'elle, et c'est aussi cette période de formation, c'est pas que son objet politique final, c'est aussi cet espace de formation qui la nourrit politiquement, dans lequel elle a fait sa propre éducation politique avec les autres, avec les camarades qui sont là, avec les autres stagiaires, parce qu'on se forme en collectif, elle a comme gesticulé aussi, ça c'est important, on ne fait pas ça tout seul. Et donc on crée aussi ce réseau-là, et après chacun repart avec cette énergie-là, cette analyse-là, pour aller nourrir peut-être de l'action militante plus active, j'ai envie de dire, que d'aller sur scène. Bon. Voilà. Merci. On parlait justement du public. Alors, donc, comme c'est la conférence gesticulée, c'est un objet critique, j'imagine qu'il touche essentiellement les personnes ayant les mêmes valeurs que vous. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On reste un peu dans l'entre-soi pour moi. On est en train d'écrire un bouquin sur les conférences gesticulées. On a écrit un article intégralement consacré à cette question. On nous reproche de ne pas aller parler aux gens de droite pour essayer de les convaincre. Oui, on pourra aussi essayer d'aller convaincre un curé que Dieu n'existe pas. On le disait tout à l'heure, il y a urgence, c'est-à-dire que là, l'idée n'était plus d'aller parler aux adhérents du MEDEF pour leur dire, pour essayer de leur expliquer qu'en fait le capitalisme c'est pas chouette et que depuis 50 ans ils font fausse route en fait. C'est perdu d'avance quoi. Donc moi je pense que effectivement notre propos s'adresse essentiellement à la grande famille de la gauche. De la gauche, on peut le préciser, mais bon, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de préciser la gauche et acter définitivement que le Parti Socialiste qui se dit de gauche n'est pas de gauche. Voilà, donc leur foutre un coup de pied au cul, les faire sortir de la catégorie gauche, pour voilà, qu'on puisse se retrouver. Par contre, le point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est que la grande famille de la gauche, je serais que des gens convaincus, qu'il y aurait une forme d'homogénéité. Dans cette famille-là, on trouve tout autant le travailleur cégétiste, le membre de réseau salariat, l'anarcho-syndicaliste, l'anarchiste individualiste, enfin voilà, les profils sont extrêmement différents, et c'est même des profils qui parfois n'arrivent pas toujours à s'entendre une fois qu'ils se retrouvent sur des actions collectives. Donc si ce travail-là d'éducation populaire qu'incarne la conférence gesticulée, mais qui ne se veut évidemment pas porter exclusivement par la conférence gesticulée, permet à ces gens de continuer à se poser des questions. Je prends juste un exemple sur la question du travail. Voilà une question qui scinde la gauche. Nous, on pense que, on s'inscrit dans les travaux de Bernard Friot, que le moteur de la lutte des classes, c'est le travail, et que c'est sur ce terrain-là qu'il faut que la révolution, globalement, se fasse. Là où d'autres considèrent qu'au contraire, il faut sortir du travail, il faut imaginer une société sans travail. On trouve ces deux profils à gauche. Et bien voilà, il faut qu'on crée ces discussions, ces débats autour de la question du travail, et je crois que la conférence gesticulée permet cela. Et ensuite, donc ça c'est sur les profils très hétérogènes des gens qui se situent dans la famille de la gauche, il y a une question qui est, on n'est pas entre gens convaincus. Enfin, quand hier soir avec Franck, on égratine la culture, quand ce soir Katia va venir égratiner l'école ou l'éducation nationale, de dire que nous avons dans la salle à ce moment-là que des personnes qui disent oui, bah, de toute façon, tout ce qu'ils racontent, je suis déjà d'accord avec ça. En fait, je crois pas. Je crois pas. Les désaccords sont très importants à gauche, et donc on n'est pas entre gens convaincus. Et puis parce qu'on n'a pas d'espace, excuse-moi, on n'a pas d'espace réel d'échange politique en fait. Puis il y a plein de gens qui se situent nulle part. Souvent, enfin, on trouve que la dépolitisation globale, elle amène plutôt les gens à se situer à droite, parce que c'est tout l'enjeu, mais tout leur enjeu en tout cas. Mais effectivement, il y a enfin, on n'est pas convaincu, mais ça m'arrive régulièrement. D'abord, on joue très souvent devant des gens qui n'ont jamais vu de conférence gesticulée. Enfin, vous l'avez encore demandé l'autre soir, c'était la première conférence gesticulée pour plein de gens. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on s'adresse à des convaincus, et on en a, c'est au moins la moitié de nos salles en permanence. Donc, c'est des gens qui découvrent à chaque fois. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient forcément convaincus. Non. Mais moi, je ne supporte plus du tout cette question. C'est-à-dire que c'est pas propre à toi, si tu veux. C'est la question qui nous casse les noix
2 siècles et demi, c'est-à-dire oui, mais est-ce que vous vous adressez qu'à des convaincus? Alors, ce que dit Anthony, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'ils sont convaincus, tu vois? Donc déjà, c'est pas, il faudra vérifier. Et puis nous, ça nous pose aucun problème d'armer ou de radicaliser une gauche qui est pas radicale. Enfin, tu vois, et de les emmener un peu plus à gauche. D'où, par exemple, moi, le travail que je fais d'attaquer la culture, alors que la culture, c'est le piège de la gauche. Elle a mis les 2 pieds dedans, tu vois. Si t'es de gauche, t'es pour la culture. Ben non, c'est un paradigme de droite, la culture, tu vois. Et donc, expliquer ça à des gens qui, très généreusement, considèrent que c'est important d'emmener les gosses des banlieues voir des saletés à la con à la scène nationale du coin, et leur dire, quand vous faites ça, vous faites de la merde, ça me paraît pas inutile, tu vois. Pourtant, on pourrait dire, on s'adresse qu'à des convaincus. Donc, quand Anthony explique que le sport, c'est un truc à combattre, pas un truc à encourager, que c'est un paradigme capitaliste, que ça n'a rien à voir avec l'activité physique, etc., etc. C'est de la compétition dans l'activité physique. Enfin, tu vois, tous ces éléments consistent à dire à des gens de gauche qui sont pris dans un certain nombre de croyances et d'idéologies, l'écologie typiquement, enfin, tu vois, leur dire attention, regardez bien, tu vois. Donc le travail qu'on fait, je dirais, c'est un travail qui consiste à radicaliser des positions qui sont chouettes, généreuses et pas radicales. Du coup, on se fait beaucoup d'ennemis à gauche. Par exemple, on est arc-bouté contre la notion de développement personnel. Mais t'as plein de gens à gauche qui trouvent que la bienveillance, le développement personnel, la PNL, pour pas parler du yoga et de la sophrologie, c'est bien, enfin tu vois, je veux dire, donc tu dis, est-ce que vous adressez qu'à des convaincus? Franchement, non, je crois pas. Après, il y a un phénomène qui est YouTube, qui fait que ce qu'on met en ligne sur YouTube va être vu par des gens dont on ne sait pas du tout qui c'est, mais ce qui est certain, c'est que ça nous dépasse complètement. Et que là, il y a des gens qui ne sont pas des gens convaincus, d'ailleurs, il y en a qui sont venus me parler pas plus tard que tout à l'heure dans l'atelier hier, des gens qui sont venus me dire moi j'étais pas du tout politisé, mais alors pas du tout, pour moi la différence entre la gauche, je sais pas ce que c'est, j'ai voté Chirac, j'ai voté Sarkozy, des gens qui viennent me dire, je suis tombé sur vos conférences gesticulées, j'en ai regardé une, puis j'en ai regardé plein, et en fait maintenant je pense plus du tout comme avant, tu vois, donc ça veut dire que c'est aussi un objet politisant. La question qui est agaçante dans ce que vous adressez qu'à des convaincus, c'est qu'elle supposerait qu'on devrait aller chez les prolos, dans les banlieues, dans les usines, faire de la gîte propre, tu vois. Moi, j'ai pas, enfin, je veux dire, j'ai pas à aller donner des leçons aux Arabes dans les quartiers sur l'oppression qu'ils vivent. Moi, je la vis pas, enfin, tu vois, c'est pas à moi de faire ça. Par contre, ça peut être à moi de convaincre des gens qui se destinent au travail social et qui se destinent à aller dans les banlieues faire je sais pas quoi, pour leur dire, vous avez bien réfléchi à ce que vous faites quand vous faites ça, enfin, tu vois, un petit peu... On travaille plus avec les intermédiaires qu'avec le sous-prolétariat, qui aura bien raison de nous envoyer chier, d'ailleurs. Oui. Qui n'a pas besoin de nous pour savoir où ils sont situés. Ce qui n'est pas le cas de l'entre-deux, de ce qui s'auto-appelle la classe moyenne. Eux, ils savent pas bien où ils sont. Le travail qu'on fait avec Katia sur l'école, si tu veux, on a des enseignants qui souffrent profondément et qui essayent comme ils peuvent de continuer à faire leur travail, essayer d'aider à faire, tu vois, du succès scolaire avec et puis ils sont de plus en plus mal, et puis ils comprennent pas pourquoi ils sont de plus en plus mal, et puis il y a des cellules de soutien psychologique que j'ai appris à l'académie, tu sais, pour pas que tu te suicides, tu vois, etc. Et donc, je trouve que d'aider ces enseignants à arrêter ça et à avoir une lecture politique de ce qu'ils font et de ce qui leur arrive, c'est la seule façon pour eux de reprendre un peu de santé mentale et de santé psychique. Le travail social sans projet politique, ça rend fou. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire, ça consiste à permettre de lire politiquement... Moi, je proposerais presque qu'on s'arrête là-dessus, parce que je veux dire, je pense déjà à ton article. Le bulletin de l'affaire Test qui se termine, l'interview par le travail social sans projet politique, ça rend fou. Ça pourrait même être le titre de l'interview, je pense. Et on dit tout pour être gentil, ce qu'on aurait pu dire, ça rend con aussi. Et ça rend dépressif et alcoolique. Question méchante pour finir. Bah, elle l'était toute, non.
Donc ce matin, j'ai assisté à un atelier de désintoxication de la langue de bois mené par Franck. Et puis justement, je me baladais sur votre site en même temps, et puis j'ai pu lire « Ce système mortifère d'accumulation illimitée d'appropriation privée aux dégâts innombrables prospère par sa capacité à investir non seulement le champ économique, mais dans une accélération toujours plus vertigineuse tous les champs de l'activité humaine, qu'elle soit publique, privée, matérielle ou spirituelle. » C'est typiquement de la langue de bois, ça. Alors, oui et non. Il ne faut pas confondre un sociolecte et une langue de bois, si je devais jardonner. Un sociolecte, c'est un langage qui est propre à un champ professionnel ou à un champ, etc. La langue de bois, elle a clairement une vocation à manipuler et à empapaouter les gens, si tu veux. Tu peux considérer qu'un sociolecte est trop compliqué, trop hermétique ou trop réservé à des gens qui maîtrisent ce sociolecte. C'est Bourdieu, quand on lit Bourdieu. Je pense que Bourdieu faisait pas de langue de bois, mais effectivement, ça peut paraître incompréhensible à des endroits. C'est pas exactement la même chose que de dire c'est de la langue de bois. Il y a eu une langue de bois de gauche stalinienne, par exemple, dans l'Union soviétique, qui s'appelait la langue de plomb. Alors après, c'est à vous de décider si c'est ça qu'on fait. On est les plus mal placés pour... il est extrêmement difficile de déconstruire sa propre langue de bois. On voit toujours celle des autres, mais définir sa propre langue de bois, par exemple, tu prends une association... On a fait l'expérience très souvent dans les ateliers de désintoxication, quand on avait des associations et qu'on proposait de prendre un texte pour le traduire et pour enlever la langue de bois, on disait... N'essayez pas avec votre rapport d'Assemblée Générale, vous n'allez pas y arriver. Parce que nous, externes à l'association, ça peut nous faire rigoler quand vous dites on fait du lien social sur un territoire de projet, sauf que vous, si vous l'avez écrit comme ça, c'est que vous considérez que ça fait sens. Et déconstruire sa propre langue de bois, c'est vraiment très difficile. Donc en fait, il n'y a que toi qui peux dire si ça c'est de la langue de bois. Mais c'est intéressant comme remarque, parce que quand on fait, si on travaille sur cette question-là, ça ne veut pas dire qu'on s'en sent exempt et expert et exempt complètement en fait. Chaque fois que tu animes un atelier, c'est aussi tiens, tu peux repercuter toi-même sur un truc que tu es en train de... ou que tu as même entendu et que toi tu l'as pas relevé, un nouveau terme qui apparaît dans les médias, toi tu l'as pas relevé, c'est quelqu'un dans l'atelier qui va te l'amener. Donc oui, puis en plus, quand on répète plusieurs fois les mêmes trucs, on peut se mettre à prendre une espèce de hauteur, et puis du coup on n'incarne plus non plus ce qu'on est en train de dire. Donc oui, ça ressemble à... Par ailleurs, le travail que nous J'en faisons, qui consiste à réhabiliter le langage et les catégories du marxisme, d'accord, c'est pas un hasard si quelqu'un, et je te vise pas, peut considérer que c'est de la langue de bois, puisque précisément ces catégories qui permettaient de penser le capitalisme, et je pense en particulier à 4 grandes catégories qui ont disparu du travail social, qui sont l'aliénation, la domination, l'exploitation, domination, aliénation, exploitation, enfin en gros les catégories qui permettent de comprendre ce que fait le capitalisme, elles sont devenues interdites. À partir du moment où nous, on réutilise ces trucs-là, immédiatement on peut dire oh c'est pas possible, vous n'allez pas ressortir ces machins-là, Karl Marx, c'est de la langue de bois, enfin tu vois, je veux dire. En fait non, précisément ce qu'on essaie de faire c'est de remettre en circulation des mots qui fabriquent des oreilles. Et donc c'est très bizarrement vécu par les gens qui s'étaient fait à l'idée qu'on... non, ça c'est... on doit pas... Typiquement éducation populaire. Éducation populaire est un terme qu'on a été quelques-uns à sauver, je crois. Ça a été un putain de travail, hein. Il a fallu foutre une ministre là-dessus, et je peux te dire que ça a été du boulot. À un moment où on nous disait mais arrêtez avec ça, c'est ringard, l'éducation populaire c'est complètement nul, c'est le Front Pop, c'est la CGT des années 50, maintenant c'est le développement culturel, maintenant c'est le développement local, etc. Et ben on a tenu bon sur le terme, on l'a redéveloppé, résultat aujourd'hui tu as des jeunes de 20 ans, 22 ans qui sont prêts à se mettre sous cette bannière-là et sous ce mot-là pour bouger, tu vois. Donc ça veut dire qu'on peut se battre sur les mots. C'était oppression, quatrième mot. Oppression. Non, alors, moi je dirais que c'est pas la langue de bois. Par contre,
ce que tu pointes, hein, on peut clairement se poser la question, est-ce que tactiquement, de sortir ce type de phrase, c'est vrai qu'on pourrait la revoir, c'est par un contre, peu lourdague. c'est très clair. Est-ce que c'est pas pédant? Est-ce que c'est pas de la distinction? Et est-ce que du coup, puisque l'idée c'est de mobiliser, est-ce que ça mobilise? Comme ça, par exemple, dans l'exercice de la conférence gesticulée, c'est ce type de tournure ou ce type de démonstration d'érudition politique, etc., qu'on a plutôt tendance à proscrire, parce qu'on pense que ce qui est mobilisateur, c'est la rencontre entre ce qu'on appelle les savoirs chauds et les savoirs froids, c'est-à-dire le témoignage avec de l'analyse politique. Hein. Bon, voilà. Alors après, je ne sais pas à quel endroit est-ce que cette phrase elle se situe, est-ce qu'elle est au sein d'un paragraphe avec du témoignage à l'intérieur, etc. Bon, voilà, c'est une question. C'est comment on parle politiquement. Le fait, par exemple, dans la phrase que tu as citée, quand on est parlé d'accumulation, c'est un terme qui n'est pas courant, tu vois, dans le travail social, sur la notion d'accumulation, je veux dire, effectivement, c'est un terme du marxisme, d'accord. Il se trouve que Karl Marx... Première phrase du Capital, hein, les régimes dans lesquels fonctionne le mode de développement capitaliste se présentent comme une accumulation de marchandises, etc. Donc si tu veux, le fait de remettre en route des termes comme accumulation, quelque part, devrait faire interroger, c'est ce qui t'arrive d'ailleurs, dire ce qu'il raconte, enfin tu vois, accumulation mortifère en plus, tu vois, donc... En tout cas, moi je trouve ta remarque intéressante parce que ça nous ramène aussi à ce qu'on essaie de faire en permanence, c'est-à-dire de se situer, quoi. C'est pas de se positionner en donneur de leçons ou en expert de tout ce que c'est. On est loin de ça. À un moment, on y est dans le système aussi, quoi. Et on y mange, et on y a été nourri, et on y vit. Et on en imprègne plein de choses au-delà de parfois de notre volonté. Parfois, ça nous arrange bien de pouvoir... et ça passe aussi par ça, aussi par le langage, quoi. Oui, on pourrait dire aussi qu'en tant qu'association, on a envie de se légitimer aussi à un moment intellectuellement, et que oui, on va à la fois y mettre du témoignage parce qu'on a envie d'être concret, parce qu'on a envie que le gars qui fait le ménage dans un établissement scolaire, il se dise que lui aussi il peut faire une conf gesticulée, et en même temps on éprouve aussi l'envie de dire que on utilise aussi la théorie, qu'on revendique aussi le travail des sociologues, qu'on a aussi envie de s'approprier ça, et que parfois tout ça, peut se mettre un peu en friction, quoi. Et c'est ok, je trouve que ta remarque elle est chouette, mais voilà, à nous d'assumer aussi, ou d'aller la changer si on considère qu'elle est inavouable. Moi je trouve que c'est intéressant, ça nous situe aussi dans nos contradictions à nous. Et c'est le travail-là qu'on fait aussi, c'est d'accompagner les gens dans leurs contradictions. Et tout le travail qu'on fait est un travail de vulgarisation et de mise à disposition de concepts clés d'une façon simple. C'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, je trouve honnête de montrer dans les textes où les gens veulent aller voir, si tu veux, ce qu'on raconte. J'aurais pas envie de faire un site communicant. Tu vois, je veux dire, au sens du plat. Parce qu'il y a aussi une exigence politique. Enfin, le travail politique, c'est aussi un travail d'exigence. C'est ça, ouais. Faut se les taper, ces trucs-là. Quand tu rentres le soir, tu n'as plutôt envie de regarder Netflix que de t'ouvrir un bouquin derrière moi. Là. En même temps, ça, c'est des armes. Bon. Le premier qui a reparlé de capitalisme à une époque où on n'en parlait plus, je rappelle que c'est Sarkozy. Hein. Quand il a balancé qu'il fallait moraliser le capitalisme, tout le monde est tombé de sa chaise. On croyait qu'il fallait plus dire ça. C'est un malin, Sarkozy. J'ai été déprogrammé la semaine dernière avec ma conférence sur les classes sociales et le capitalisme, 15 jours avant de la jouer, par un centre social qui, avec une mairie, s'est mis d'accord sur le fait que le centre social n'avait pas pour vocation de parler de classe sociale et de capitalisme. Son travail, c'était un travail sur les discriminations. Voilà. Nous, on pense que... Là, c'est de la langue de bois. Non, juste pour revenir sur ce passage, on est peut-être tellement habitué à la novlangue libérale que entendre parler de la langue marxiste, ça fait étrange. Voilà. Oui, bien sûr. C'est peut-être bien de... Mais ils nous volent la complexité aussi. Et que parfois c'est la complexité aussi qui nous donne l'illusion que c'est de la langue de bois. Or c'est juste parce que, comme tu dis, il y a aussi un effort aussi à faire
qu'on ne fait pas ou qu'on fait moins parce que les écrans, parce que Netflix, parce que plein de choses. Et cet effort aussi intellectuel, on le revendique aussi comme faisant... on est capable de le faire en fait tous quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en fait pour le faire. Mais il y a un effort à nouveau intellectuel à faire dont on a été déshabitué. Par l'école aussi, notamment. Hein. Mais nous, on est malins, on rend ça sexy avec les conférences gesticulées. Ouais, on essaye. Ouais. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci.